du spoil. D'après la légende, Nika est une figure bienveillante et au sourire large qui, grâce à ses exploits légendaires, est devenu dieu du soleil. Donc il incarne la liberté et la joie de vivre qui combat les maîtres oppresseurs en libérant les esclaves pour leur rendre le sourire. Une volonté perpétuée à travers ce Zoan mythique, le Hito-Hitonomi modèle Nika. Mais pour des soucis de flemmardise, on va l'appeler le Nika-Nikanomi. Actuellement, comme on le sait, la personne qui réincarne Joe-Boy et qui a accompli cette destinée est bien évidemment Luffy. D'un autre côté, nous avons un être qui forcément représente tout le contraire. Un être qui ne souhaitait pas cohabiter, mais plutôt conquérir et dominer. Et celui qui représente le plus cet être aujourd'hui est tout simplement Imu-sama. Et par conséquent, il serait le dieu de la lune, par opposition à Luffy qui réincarne Joe-Boy et Nika, le dieu du soleil. Imu-sama ferait partie du peuple originaire de la lune, les Bilkans, qui aujourd'hui sont divisés en 3 ethnies différentes, les Skypiens, les Bilkans et enfin les Chandoriens. Comme on peut le voir dans le databook Green durant la mini-aventure d'Ener, ils ont dû quitter la lune parce qu'il n'y avait plus aucune ressource. Et de quel genre de ressources s'agissait-il ? Tout simplement de ressources énergétiques, et je tiens vraiment à souligner ce point. Toute leur cité et leur quotidien tournaient autour d'une seule chose, l'électricité. Ce peuple avait une incroyable avancée technologique, et puisque toutes ces fresques étaient, je cite, dans une cité antique, on peut présumer que c'était déjà le cas durant le siècle oublié, ou voire même avant. Il y a potentiellement de nombreuses personnes qui descendent de ce peuple, comme le Dr Tsukimi, car c'est la dernière personne connue sur Terre à avoir construit des Spaces. Son nom en français veut dire clair de lune, et enfin, il aimait s'asseoir et regarder longuement la lune, tout comme Ener, ce qui est tout à fait logique puisque c'est leur terre natale. Petite parenthèse dans la théorie, le Dr Tsukimi vivait sur l'île de Karakuri, qui est aujourd'hui considéré comme le pays du futur, mais qui est surtout le pays natal du génie, le Dr Vegapunk. Et franchement, je serais capable de vous montrer par A plus B qu'il est lui aussi originaire du peuple de la Lune. Mais il faudrait faire une vidéo complète à son sujet, et puis surtout, comme je l'ai dit, je suis un grand flemmard. Donc si ça vous intéresse, allez liker mon commentaire épinglé un peu plus bas. Pour en revenir à ce que je disais, ce dieu accompagné de son peuple sont descendus de Féerie Verte, la terre des dieux, à la conquête de la planète bleue pour s'approprier ses ressources. Durant l'arc de Skypiea, on a déjà pu voir à quel point les Bilkans convoitaient la terre, ou plutôt la verte. Et donc, c'est là que Joe-Boy et ses alliés interviennent. Mais malheureusement, ils ont été vaincus à cause de l'écart technologique entre les deux peuples. Et puis en plus de ça, il y a la probabilité que les Bilkans à ce moment-là aient mangé des fruits du démon. Mais je vais pas trop m'avancer là-dessus parce que je manque cruellement de preuves. Mais à votre avis, à quel événement historique cette histoire peut bien y faire référence ? Bingo, à la colonisation des Occidentaux sur à peu près le monde entier. Ils ont pu conquérir de nombreux territoires à travers le monde, de par leur technologie avancée et de certains locaux qui les ont même aidés, afin de pouvoir exploiter leurs ressources. Et dans notre cas, cette minorité est représentée par les Tenryobito. Riches et puissants, ils ne considèrent absolument pas le reste de la populace comme des humains, mais plutôt comme des déchets. Donc conscient de la puissance et de la dangerosité du Nika-Nikanomi à cause de la guerre passée, c'est pourquoi le Gorosei a toujours souhaité mettre la main dessus sans aucun succès. Et je pense que ce fruit du démon représente un danger pour eux parce qu'une fois éveillé, il est non seulement l'annonce du retour de Joe-Boy, ce qui va nourrir cet espoir de liberté et qui signifie par conséquent un soulèvement et un bouleversement de l'ordre mondial, mais surtout que l'utilisateur en question, en plus de pouvoir rallier du monde à sa cause, il sera capable de les attaquer, mais aussi de pouvoir les contrer. Mais contrer quoi exactement ? Tout simplement les tempêtes et la foudre. Et oui, comme on le sait, la personne qui détient le pouvoir qui s'y rapproche le plus, c'est Ener. Mais je pense vraiment pas que Oda va s'appuyer sur lui. C'est pourquoi, comme nous le savons, dans la catégorie des Logia, chaque fruit possède un équivalent de même nature, qui est soit plus fort ou soit plus faible. Par exemple, le Magu-Magu no Mi de Sakazuki a pour équivalent le Mera-Mera no Mi de Sabo. Le Hihi no Mi d'Aokiji a pour équivalent le Yuki-Yuki no Mi de Monet. Et enfin, le Moku-Moku no Mi de Smoker a pour équivalent le Gazu-Gazu no Mi de César. Et ainsi de suite. Je pense que vous voyez là où je veux en venir. Il est fort probable que le Goro-Goro no Mi d'Ener est un autre fruit du même type et qui soit même plus fort que celui-ci. Ce fameux Logia, ou pourquoi pas, ce Zoan antique serait actuellement entre les mains d'Imu-sama. Et Imu-sama serait soit ce dieu de la lune en personne qui aurait combattu Joe-Boy et donc vécu plus de 800 ans, ce que je pense vraiment pas, à moins que, comme je l'ai montré dans ma vidéo des fruits du démon convoités par le Gorosei, il reste la possibilité que le gouvernement mondial ait pu mettre la main sur le Ope-Ope no Mi dans le passé.
Et donc, grâce à sa technique ultime, le Furo Shujutsu, ou plutôt la chirurgie de la jouvence, permettra à Imusama d'avoir la vie éternelle. Mais attention, avoir la vie éternelle ne signifie pas qu'il est immortel. Ou bien, il est tout comme Luffy, il aurait hérité de ses pouvoirs et de la volonté de ce dieu de la lune. Dans ce cas, quels que soient ses pouvoirs, il est fort probable qu'il ait mangé un Zoan, sachant que ce type de fruits possèdent leur propre volonté, et donc peuvent potentiellement choisir leurs futurs utilisateurs. Donc Imu serait en possession d'un fruit permettant de contrôler la tempête, même si l'existence de ce genre de fruit reste toujours un mystère. Mais si c'est le cas, il est tout à fait logique que ce type de pouvoir météorologique soit divisé en plusieurs fruits du démon, tels que celui du vent, de la pluie, la neige et les tempêtes. Tout comme les 4 éléments qui sont répartis dans différents fruits, et non dans un seul, ce qui rendrait son utilisateur beaucoup trop puissant. Pour ce qui est de l'histoire du dieu du soleil et de la lune, on peut supposer que Oda s'est inspiré sur la religion shintoïste, dans laquelle Amaterasu est la déesse du soleil, ancêtre de tous les empereurs japonais représentés par un disque solaire. Petit clin d'œil d'Oda, car c'est exactement comme l'emblème des pirates du soleil de Fisher Tiger. Et Susanoo est le dieu des tempêtes qui représente la fin du beau temps et le début du chaos. Et c'est ce qui fait écho à la défaite du siècle oublié et tous les événements qui ont suivi durant ces 800 ans. L'histoire nous raconte que Susanoo est parti contester les cieux, le territoire d'Amaterasu, ce qui va engendrer un duel entre ces deux kami. Suite à sa défaite, la déesse du soleil décide de se retirer dans une caverne, ce qui va plonger le monde dans une nuit perpétuelle. Mais au bout d'un certain temps, elle finit par sortir de cette caverne, et elle ramena de nouveau le soleil sur le monde de par sa lumière et sa chaleur, ce qui est synonyme de prospérité et de liberté. Et bien évidemment, elle finit par battre et bannir Susanoo de son territoire. Dans cette histoire, Nika reprend plusieurs caractéristiques d'Amaterasu. Déjà, les deux personnages représentent le soleil, puis il est dit que tous les empereurs japonais descendent de cette kami. Et dans notre cas, Luffy est lui aussi issu d'une famille extraordinaire, fils de l'homme le plus recherché au monde, Monkey D. Dragon, qui est lui-même le fils du légendaire Monkey D. Garp. Il descend aussi indirectement de Joe Boy à travers ce chapeau de paille qui est le symbole entre l'ancien et le futur roi des pirates. Et puis l'entrée dans la caverne par la Kami et la nuit perpétuelle qu'elle a engendrée représente la défaite du Joe Boy durant le siècle oublié et les 800 ans durant lesquels le Nika Nika no Mi est resté une légende sans que personne puisse l'éveiller. Et enfin, le retour d'Amaterasu et la défaite de Susanoo fait écho au retour de Joe Boy à travers l'éveil de Luffy, ce qui est le signe annonciateur d'une seconde bataille 800 ans plus tard. Bien sûr, Imu aussi de son côté reprend les caractéristiques de Susanoo, tout comme ce Kami, il y a la possibilité, comme je l'ai dit, qu'il possède le fruit des tempêtes. Et également comme Susanoo, Imu est venu sur Terre afin de s'approprier un territoire qui ne lui appartient pas, chose que son ancêtre ou lui-même a réussi suite à la bataille face à Joe Boy. Et enfin, la nuit dans laquelle le monde est plongé suite à la disparition d'Amaterasu représente les 800 ans durant lesquels le gouvernement mondial a contrôlé la Terre sans aucune réelle menace. Donc en réalité, ce qui s'est passé durant l'arc de Skypiea, un dieu qui exploite ses terres et ses habitants afin d'assouvir ses propres désirs, est en réalité ce qui se passe actuellement à plus grande échelle. Et lorsque des personnes se rapprochent de la vérité ou tentent de se rebeller, tout comme Ener, le gouvernement les châtie et les fait disparaître. Les kanji de Nika signifient bienveillant et celui de Imu détesté. Donc on a ce contraste entre le bien et le mal, entre le soleil synonyme de prospérité et de liberté et la lune synonyme d'obscurité et de soumission. Même sans le fait que Imu soit un descendant des Bilkans, il est le lien vers un passé inconnu. Alors que Luffy c'est tout simplement celui d'un futur prospère, un futur sans ségrégation et sans esclavage, un futur où les habitants de la terre, de la mer et des cieux pourront non seulement vivre mais aussi cohabiter ensemble, formant ainsi un seul monde et un seul peuple uni, comme les deux faces d'une seule pièce. Inconscient et guidé par son rêve d'enfance, chacun de ses pas dessine de plus en plus ce tableau intitulé le One Piece, qui est synonyme d'espoir et de liberté. Et maintenant que son cœur bat au rythme des tambours de cette liberté, Monkey D. Luffy finira ainsi par éclairer ces 800 ans d'obscurité tout en réalisant les promesses du passé.